Bonjour et bienvenue sur Another Homepage. Bienvenue dans cet épisode, le 5e TP serveur Linux. Nous allons aujourd'hui voir sudo, nous allons voir OpenSSH et nous allons voir aussi HTTPS. Mais avant, n'oubliez pas, si ces vidéos vous plaisent, d'abord de commenter sous la vidéo, ensuite de la liker. N'oubliez pas de vous abonner et partager avec vos amis. C'est ce qui fait vivre la chaîne et qui me montre que cela vous intéresse. On revient donc à la page qui héberge les TP. Donc, comme toujours, sur le projet GitHub, si on se met tout de suite hop, sur la bonne vidéo, enfin la bonne source vidéo. Donc, nous avons quand même pas mal avancé, nous avons bien avancé, il nous reste plus que 3 TP à faire. Et nous allons donc, après avoir installé nos serveurs, après leur avoir ajouté des applications, avoir même utilisé des conteneurs et même fait du reverse proxy, on va s'attarder sur quelques sujets un petit peu particuliers, un petit peu pointus, pour pouvoir ensuite pouvoir améliorer nos configurations serveurs. Et merci pour les nouveaux follow. Merci CVE88. Merci. Alors, premier TP du jour, c'est le TP numéro 13 sur sudo. Alors, sudo, hop, alors j'en suis, tac, 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 hop, on va reprendre, sudo, voilà. Donc, pour configurer sudo, je me rends compte d'ailleurs que je vais un peu vite, puisque comme à chaque fois, avant de démarrer le premier TP, on va aller redémarrer notre labo de machine virtuelle. Donc pour cela, on se rend dans notre terminal, on se rend dans notre répertoire. Alors moi j'y suis déjà. Et on peut utiliser dans le répertoire du projet Vagrant Labs, on peut refaire un make status et on voit que les 3 machines virtuelles, dans mon cas de figure, sont déjà allumées. Et si jamais ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez faire un make up ou un make up-sec si jamais vous avez des soucis avec le fait de démarrer les 3 machines virtuelles en parallèle. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer vraiment au TP sudo. Donc, on avait déjà abordé cet utilitaire dans un autre de mes cours, qui est le cours Linux Shell vraiment de base. Et on va voir quelques configurations plus fines. Avant quand même de vraiment s'y mettre, je voudrais vous signaler qu'il faut faire attention avec les configurations sudo. Et effectivement, quelqu'un dans le chat commence à poser des questions sur ce sujet-là. Vous pouvez risquer de faciliter la compromission de votre serveur si vous avez des droits sudo trop étendus. Et on va pas se mentir, les droits sudo tels qu'ils sont configurés par défaut sur les machines, ils sont pas forcément adaptés à un usage serveur de façon production. Maintenant, ça dépend aussi de l'organisation que vous avez et de la configuration qui peut être imposée. Donc, si jamais vous voulez vraiment aller plus loin sur sudo, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller lire un document qui a été écrit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, la NSSI, et qui a un document de recommandations sur le durcissement des systèmes Linux, et qui contient effectivement quelques passages sur sudo, avec notamment le fait de ne pas autoriser à lancer absolument toutes les commandes en tant qu'administrateur. On risque, nous, de toute façon, de laisser ce genre de choses par confort, mais
mais ça reste quand même important de le signaler. Ça fait un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Néanmoins, on peut aussi savoir, comment dire, faire la part des choses entre un système comme ici, qui est un système de laboratoire, et d'autres systèmes qui vont être de la prod sérieuse et importante. Donc, normalement, le paquet sudo est déjà installé sur notre machine. On va se connecter sur serveur 11. Avec le petit Vagrant SSH serveur 11. Hop. Et ensuite, eh bien, si on fait un petit dpkg -list sudo, on voit que de toute façon, celui-ci est déjà installé. Et que quand on fait sudo-l, on a déjà quand même pas mal de comment dire, on voit qu'on a des accès, et effectivement on a accès à, sur toutes les machines, on a accès à sans mot de passe toutes les commandes. On va vérifier quand même aussi que 3 autres fichiers sont dispo. Bah alors, le binaire sudo, effectivement, si je fais un petit which sudo, on voit que c'est le cas. On voit aussi qu'on a un autre binaire qui s'appelle vsudo, qui n'est pas dispo comme ça. Mais je pense que si je fais un petit sudo-i pour passer route et que je fais un which vsudo, on va l'avoir, puisque effectivement, celui-ci est bien dans /usr/sbin. Et si je reviens dans un simple utilisateur, le etc sudoers, alors, hop, on va remonter. Si je fais un ls-l /etc, et on voit bien qu'on a, alors on a un sudo.conf, on a un sudoers, et on a même un sudoers.d. Et bien entendu, si je tente un petit ls comme ça, on ne l'a pas. Mais si je fais un sudo, alors petite astuce, on peut faire 2 fois le point d'exclamation pour obtenir, pour relancer la commande précédente. Et là, on voit bien qu'on a effectivement la configuration telle qu'elle a été livrée dans la machine virtuelle lors de son déploiement, et un petit fichier de documentation. Donc, on va aller faire joujou justement avec cette configuration. Et la première chose, c'est l'histoire du mot de passe. Alors, il se trouve que dans notre cas de figure, alors ça c'est un TP que j'ai pas forcément modifié, et qui, je pense, sera plus pratique si on utilise un autre utilisateur. Ah tiens, je l'avais pas créé. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que on a aujourd'hui une autente quand on se connecte sur la machine virtuelle, et cette autente, elle est faite sans mot de passe. C'est pour ça d'ailleurs que quand je fais un petit sudo, enfin, c'est pas seulement ça, c'est que si on fait un petit sudo-i et qu'on va aller jeter un œil à etc passwd, on voit que on a Vagrant qui est là, et que si jamais je tente même un etc shadow, hop, on a un mot de passe bidon qui est mis pour Vagrant, donc on va penser tout de suite à faire un passwd, hop, de l'utilisateur Vagrant, et je vais lui mettre password par simplicité. Encore une fois, hein, c'est une machine de lab. On remarquera aussi que si on fait un etc, on regarde sur etc shadow, on voit qu'il n'y a vraiment que l'utilisateur Vagrant qui a un mot de passe. La plupart des autres comptes n'en ont pas, même Root n'en a pas d'ailleurs. Et bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Donc, comme en plus on a comment dire, hop, allez, on va commencer par retirer le temps de grâce. Donc, à ce moment-là, quand on est juste utilisateur, on peut faire sudo vsudo. Voilà. Et là, à ce moment-là, on se retrouve en train d'éditer le fichier sudoers. Si jamais je quitte et que je fais un sudo less de etc sudoers, vous remarquerez que le contenu est grosso modo le même. Sauf que, et c'est écrit bien d'avant, il ne faut pas éditer ce fichier directement et utiliser vsudo. Pourquoi ?
en fait, la commande vsudo, elle va non seulement lancer l'éditeur de texte, mais elle va aussi effectuer des vérifications syntaxiques, de sorte que lorsque on sauvegarde le fichier, si jamais il y a un problème de syntaxe dans ce fichier, il n'est pas appliqué directement. En fait, lorsqu'on lance vsudo, en fait, on va éditer une copie du fichier, et si cette copie est valide, alors elle vient remplacer le fichier d'origine. Donc à partir de là, on va refaire un nouveau sudo vsudo, et a priori, on va aller repérer les lignes qui commencent par default. Alors c'est très simple, hein. Elle est là, elles sont là les lignes. Et puis, on va pouvoir rajouter notre petite ligne de timestamp timeout. Alors, je vais quand même jeter un œil s'il y en a d'autres qui traînent en dessous. Non, c'est pas le cas. Donc, on va aller le mettre ici. Tac. On va même faire un truc, c'est qu'on va... hop, comme ça, on est tranquille, on a le même padding. Et on enregistre, on exit. Et d'ailleurs, vous voyez, si je refais un sudo less de tc sudo earth, vous voyez qu'on l'a. Donc ça, c'est juste pour se simplifier la vie sur les temps de grâce, parce que voilà, des fois, on va avoir une sorte de tente en cache, et ça peut fausser les résultats. Maintenant, alors on n'a pas créé l'utilisateur student au TP4, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un autre utilisateur. Comme on a vu sur le etc passwd, on a un serveur 11. Ah mais non, il est en ASV no login. Donc on va créer l'utilisateur student, comme ça au moins ce sera fait. Alors, on va créer quand même un student. Moins G, je crois. Alors attendez, on va faire un truc. Groupade moins help. Tac. Et donc c'est bien moins G. Alors, moins G. Et puis on va faire 1500. Tiens. Tac. Alors c'est plus de la préférence, hein, de mettre les GID moi-même. Tac. Et ensuite sudo user add. Toujours un petit moment help pour regarder un peu les options. Donc on va se rajouter le -m, le -u qui sera 1501, le moins petit g. Attendez, je vais même remonter comme ce sera mieux. Moins petit g 1501 aussi. En shell, on va bien entendu mettre bin bash et on va l'appeler donc student. On va faire un petit pass wd sur student. Alors bien entendu. Ah oui, bah oui, sudo pass wd, ce serait pas mal. Voilà. Voilà, donc maintenant on a notre utilisateur student. Et de quel droit sudo dispose-t-il là? Si je passe tout de suite, si je fais sudo, bah, vous savez quoi? On peut se le faire très simplement. On peut faire un tac ssh student at 10.13.37.11. Oui, warning. Alors, hop, gen-vert. Ah bah, il propose directement la commande. Allez. Tac. Voilà. Yes. Voilà. Donc maintenant, on est bien student. Et si je fais sudo-l, on remarquera qu'il me demande un mot de passe. Et que je n'ai pas le droit de lancer sudo. Parce que je n'ai aucun droit paramétré par défaut. Donc, maintenant, si je me redéconnecte, bon, je fais ensuite le vagrant SSH pour pas m'embêter. Je fais sudo-l à nouveau pour lister mes droits. Vous voyez bien que là j'ai accès à tout. Je fais sudo-i, je passe route. Et forcément, si je fais sudo-l en tant que route, j'ai droit à tout. Ça, c'est un classique. Maintenant, on va rajouter notre utilisateur student au groupe sudo. Ok. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un deuxième onglet. Hop, pour tout à l'heure. Donc, eh ben, quelqu'un avait soufflé une option. Mais effectivement, on peut faire un user mode moins grand G
du groupe sudo à l'utilisateur student. Et maintenant, je peux faire un ID student. Et on voit bien que celui-ci fait partie du groupe sudo. Maintenant, je me reconnecte. 10.13.37.11. Voilà. Et si je fais sudo-l, tac, on voit bien que cette fois-ci, j'ai all. On voit que c'est quand même différent. Si je refais, si je me redéconnecte ici, que je fais sudo-l, on voit bien que j'ai all no pass wd all. Donc, on a quand même une légère différence. Et surtout, on a remarqué qu'en tant que student, il a fallu que je tape mon mot de passe. Hop. Maintenant, si je lance la commande sudo ou ami, eh ben, je fais sudo ou ami, il me réclame mon mot de passe, et donc il me dit route. Donc, par défaut, quand on utilise sudo, l'utilisateur qui est supposé être, on va dire, cible, eh bien, c'est l'utilisateur root. Maintenant, on va s'occuper justement de lancer nos commandes avec les droits root et sans mot de passe. Ok? Donc, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va en profiter pour combiner ça avec une autre fonctionnalité qui est l'inclusion de fichiers de configuration supplémentaires. On l'a vu tout à l'heure quand je vous ai montré tous les fichiers de configuration qui sont déjà disponibles. Si je reviens sur ma session Vagrant et que je refais un sudo ls-hl de etc sudo earth.d, on a vu que j'avais un 90-cloudinit-users. Ça, c'est un fichier qui est intégré au déploiement de notre labo, puisqu'on utilise Vagrant, et qui en fait va venir donner tous les droits sudo à l'utilisateur Vagrant. Si je fais un petit sudo cat de ce fichier, vous remarquerez qu'il a un petit created by cloudinit, mais surtout on a bien pour l'utilisateur Vagrant, on a all no passwd all. Et merci au passage pour les follow. FZS600N et Tifergan. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va réutiliser notre commande sudo, mais cette fois-ci, on va ajouter un petit argument sympa qui va être "-f" pour pouvoir justement spécifier notre fichier de configuration. Et donc, on va créer une configuration sudo rien que pour notre utilisateur. Alors, je vais me remettre ici, sudo-i comme ça, on est route. Hop. Voilà. Et là, on a Nano qui est ouvert. On va pouvoir copier-coller notre configuration. Et vous remarquerez qu'elle correspond peu ou prou à celle qu'on avait mis en place, qui avait déjà été mise en place pour l'utilisateur Vagrant. On sauvegarde, on quitte. Et à partir de là, on se déconnecte et on se reconnecte. Donc là, je suis en student, je me déconnecte et je me reconnecte. Et cette fois-ci, si je fais un sudo-l, on remarquera que, alors, du fait que mon utilisateur student fait toujours partie du groupe sudo, j'ai les droits all avec mot de passe qui s'applique, mais j'ai aussi les droits all no passwd all qui s'appliquent. Et donc on peut refaire d'ailleurs un sudo ou ami, et on remarquera qu'il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de mot de passe qui est lancé. Ensuite, hop. Tac. Donc, maintenant qu'on a fait notre sudo, nos commandes sudo, on peut peut-être répondre à quelques questions. Donc, à quel endroit définit-on l'utilisateur ou le groupe? Donc, on voit bien que c'est ici. C'est donc le premier champ. À quel endroit définit-on le fait qu'on ne souhaite pas de mot de passe? Donc, c'est bien l'avant-dernier champ avec le 2 points juste après. On aurait pu, si on veut comparer d'ailleurs, si on vient comparer, que je fais un sudo less etc sudo earth.d, sudo earth court d'ailleurs, donc que je viens chercher la config qui est là. Donc on a bien juste un all. Si on rajoute en fait alors on a un all 2.all dans les parenthèses, mais
Mais on voit quand même la différence avec... hop. Si je refais ça, on voit bien que on a juste un seul hall et que c'est en fait juste avant le dernier hall. Et donc l'inclusion de fichiers supplémentaires, en fait, elle se définit tout en bas du fichier. Vous voyez là, on a un @includedir /etc/sudoers.d. Donc on pourrait aussi éditer le fichier de configuration principal et rajouter d'autres répertoires si on le souhaite. Mais généralement, celui-ci suffit. Maintenant, on va pouvoir faire joujou avec des alias, ce qui peut s'avérer parfois pratique quand on veut travailler finement sur les comment dire, sur les permissions. Et là, on va donc avoir des alias de commandes et on va avoir des alias d'utilisateurs autorisés. Donc, on va reprendre notre configuration qu'on a créée à l'instant et on va la modifier en mettant celle-ci. Alors, on va revenir ici. Donc, j'ai toujours mon student all no pass wd all. On va le supprimer. Tac. Et on rajoute cette configuration à la place. On l'enregistre, on quitte et on va se déconnecter de notre session student@server11 et on va se reconnecter dessus avec toujours le mot de passe et ensuite, ensuite on va faire sudo-l et là on va se rendre compte que on a toujours notre all avec mot de passe et on a maintenant certaines commandes qui sont sans mot de passe. Donc, si je fais un sudo who am I, là, il me demande mon mot de passe. Donc ça, c'est bon. Si maintenant je fais un sudo top, il m'a lancé top, il ne m'a pas demandé de mot de passe. Maintenant, comment on peut voir qu'on est effectivement avec les droits admin? Si je fais juste un top comme ça, on a quand même l'accès. Alors ça, c'est parce qu'on a accès de toute façon en lecture à pas mal de choses. Ce que je peux tenter de faire, si je revois, c'est le sudo. Alors, si je fais un systemctl status, ouais, le sudo se lance aussi, mais on n'a pas de mot de passe non plus. Alors, top, CTRL Z, PSAX, par grab top, par exemple. Oui, c'est une idée. Salut, tu veux voir mon geek, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce qu'il y a une... Ah oui, tiens, est-ce qu'il y a une limite sur les arguments? Et est-ce qu'on peut lancer... Bon, on a vu qu'on pouvait lancer les trucs sans mot de passe, mais si par contre je tente un sudo systemctl status, donc là ça passe, et si je tente un sudo systemctl rien du tout, vous voyez qu'il me réclame le mot de passe. La commande n'est pas tout à fait la même. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Donc, on va maintenant créer un deuxième utilisateur. Et le sudo systemctl. Alors, on me propose un sudo systemctl status system d-networkd. C'est une bonne idée ça. Effectivement, il me demande un mot de passe. Car effectivement, il n'y a pas de wildcard. Alors en plus, je me suis trompé dans le network D. Voilà. Là, il me demande le mot de passe. Tac. Et là, effectivement, on l'a. Donc, effectivement, on peut effectivement faire le test. Tiens, c'est une bonne idée. Si je reviens sur cet onglet-là, que je reviens ici, et que je fais sudo system status, sudo pour dans l'alias service, et que je rajoute juste une étoile pour avoir le wildcard. Tac. Toujours pareil, on se déconnecte, on se reconnecte. Et là, par contre, là, il me le fait sans mot de passe. Par contre, effectivement, si je fais juste systemctl, là, il me réclame un mot de passe. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller faire systemctl étoile.
Et là, il n'y a pas de souci. Et si je refais un status, j'ai rien du tout. Et si je prends le status système des network D, hop, il n'y a pas de souci non plus. Donc effectivement, c'est intéressant de voir où placer le wildcard et de se rendre compte que le wildcard n'est pas implicite. Il faut l'expliciter. Alors, maintenant on va faire cette étape 4. Donc, toujours en tant que route sur serveur 11, on va créer un deuxième utilisateur qu'on va appeler student 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un group add. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Bon, group add. On va pas s'embêter, hein, on va faire student 1. Hop, et user add. Moins. J'aurais pu le créer d'ailleurs directement. Moins n, moins g, student 1, moins s, bash, student 1. Voilà, on va lui mettre un mot de passe. Voilà. Parfait. Donc, ce student 1, depuis la session d'utilisateur student, qu'est-ce qui se passe si on fait un sudo -u student 1 ou ami? Eh ben, on me réclame le mot de passe, jusque là tout va bien. Mais on voit bien que on peut non seulement faire des commandes en tant que root, mais aussi des commandes en tant qu'un autre utilisateur. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, on va aller rechanger notre configuration. Hop, on revient ici. On se fait un petit vsudo. Et cette fois-ci, hop, on voit bien que on va être uniquement sur student 1. Et on remarquera que au lieu d'avoir all sur notre nopasswd, on va utiliser l'alias who qui est juste who am I. Tac. Toujours pareil, hein, on se déconnecte, on se reconnecte. Un petit peu laborieux, mais c'est probablement le plus casse-pied. Et on recommence notre sudo. Et là, on le fait sans mot de passe. Et mais par contre, si jamais je fais un sudo ou un mail classique, il me réclame le mot de passe. Donc maintenant, on peut avoir des sets de commandes. Alors, dans quoi ça peut servir ce genre de cas de figure? Ça peut être pratique si par exemple, on a plusieurs niveaux d'administrateurs. Donc certains qui ont vraiment les droits admin complets et d'autres qui sont un niveau en dessous et qui doivent pouvoir effectuer certaines tâches d'administration. Et des fois, certaines tâches d'administration vont nécessiter de lancer des commandes en tant qu'un utilisateur applicatif. Ça peut être des fois des vidages de cache, des purges de logs, ce genre de choses-là. Et ça peut s'avérer pratique. J'ai eu le cas de figure il y a très longtemps, sur une application en PHP utilisant le framework Symfony, où on avait besoin, à chaque nouvelle mise en production, de vider le cache de Symfony. Et donc on avait mis en place des configurations sudo comme ça, où certains utilisateurs avaient le droit de lancer la commande de vidage de cache avec uniquement les droits de l'utilisateur applicatif de l'application PHP. Et effectivement, Adrien nous signale dans le chat une commande notamment pour Nextcloud, où on a dans certains cas de figure effectivement des besoins de le faire dans certains utilisateurs. Allez, une petite blague pour finir, enfin une petite blague. Si jamais, si jamais un langage un peu familier vous rebute, je vous recommande de passer cette partie de la vidéo. Je préfère juste prévenir, hein, parce que en fait, on va ajouter une configuration humoristique qui va faire que, en fait, en cas d'erreur, sudo va littéralement
nous envoyer des insultes, ou des profanités si vous préférez. Donc, on va revenir ici. On va se reconnecter dans la configuration sudo. On va faire la principale. Hein. Donc, on va faire juste un vsudo. Tac. Et on va rajouter ici. Hop, voilà. Alors, je suis même pas sûr qu'on soit obligé de rajouter des espaces. Donc, on va le laisser comme ça. Tac, tac. Et puis, on va revenir ici, puisque de toute façon, ici, on aura des mots de passe à taper. Voilà. Donc, si je retente un sudo ou amai, il me demande un mot de passe. Donc, d'habitude, le mot de passe, là, tel que je l'ai configuré, c'est password. Maintenant, je peux faire YOLO, par exemple, et faire entrée. Et là, vous allez remarquer un truc. Voilà. Alors, bon, ça reste, comment dire, ça reste gentillet dans ce cas de figure, mais il me dit cette mission est trop importante pour moi de vous laisser la mettre en péril. Bon, on va faire autre chose, hein, plutôt. Et là, qu'est-ce qu'il me répond Ok. Voilà. Alors, bien entendu, c'est en anglais, hein. Et puis, on va faire Titi. Normalement, au bout de 3 échecs, il rend la main, hein. Si je me rappelle bien. Bah, voilà. Bon, là, par contre, il dit rien, il dit juste 3 incorrects. Mais, voilà. Pour ça, des fois, de temps en temps, ça fait du bien de rire un peu. Je pensais qu'il aurait un langage un peu plus fleuri. Alors, bien entendu, c'est une option que j'utilise presque jamais, que je mets ici juste par amusement. C'est évidemment quelque chose qu'on ne fait pas sérieusement en production. Hein. Euh, mais effectivement, comme le dit Tifurgan, on a tous ajouté cette conf pour tester à nos débuts et c'est amusant 5 minutes, mais voilà, ça permet de se familiariser avec l'ajout de configuration sur sudo. Merci beaucoup d'être passé, Tifurgan, et bonne continuation à toi. Alors, nous, on a fini. On a fini notre TP sur sudo et on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être 2 usages avancés d'OpenSSH. Parce que, rappelez-vous, on a fait au TP4 une découverte d'OpenSSH. On a fait joujou avec l'authentification par clé. Et puis ensuite, eh bien, on est passé à autre chose. Mais on a quelques petites possibilités. Et ces possibilités, il y en a 2. La première, c'est de pouvoir réussir à effectuer une connexion SSH par rebond. C'est-à-dire que pour se connecter à une machine qu'on va appeler B, eh bien, on va d'abord se connecter à une machine qu'on va appeler A, qui d'ailleurs, j'aurais peut-être dû inverser, mais c'est pas grave, puisque en fait, c'est l'idée de se connecter au travers de ce qu'on appelle un bastion. Ensuite, on va effectuer ce qu'on appelle une redirection de port distant vers sa propre machine via ce qu'on appelle un tunnel SSH. Donc l'idée, c'est que si jamais certains services réseau sont limités à uniquement la boucle locale sur une machine, pour des raisons généralement d'administration, eh bien on va pouvoir de cette manière pouvoir s'y connecter de façon plus confortable en ayant notre navigateur plutôt que d'utiliser des logiciels comme curl ou wget. Donc, 2 petits usages donc pratiques qui sont plus que simplement lancer des commandes. Alors, d'abord, on va aller créer un utilisateur student sur les machines serveur 12 et serveur 13, un peu comme on a fait tout à l'heure là, et on va configurer une authentification SSH par clé. Alors, si besoin, se référer au TP4, mais en vrai, history pipe grep user add, et on a ici notre student 1. Alors, je crois qu'il m'avait dit de faire student, hein, c'est ça? Ah oui, student. Donc, on va faire student. Tiens, je l'avais pas là. Ah ouais, je l'avais fait là. Voilà. Allez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter ici. On va faire un vagrant SSH serveur 12. Tac. Sudo au groupe pad moins petit g, on a dit 1501.
student, tac, tac, passe WD, student, et on va lui mettre password. Voilà. Ensuite, ah, j'avais cassé mes... Tac, tac, tac. Ah oui, j'ai un student RSA. Un student RSA.pub. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un SSH- hop, on va se remettre là. SSH copy ID. Je l'ai pas déjà fait d'ailleurs. Copy ID, si. Voilà. Donc là, je vais CTRL-C. Hein. C'est juste pour être sûr de mettre student arrobase. Voilà. Yes. Password. Voilà. Donc là, on a ajouté pour le serveur 12. Maintenant, vagrant SSH serveur 13. Tac. Une fois qu'on est là, sudo groupad-g 1501 student. Hop. Passe WD. Bon, je mets toujours password hein, comme mot de passe, mais c'est parce qu'on est dans un lab. Et donc, on va pouvoir reprendre la même chose ici, sauf que, voilà. Voilà. Donc, si je retente un SSH student at 10.13.37.12, hop, on n'a pas de mot de passe. Et là, on n'a pas de mot de passe non plus. Maintenant, sur notre poste local toujours, on a un répertoire de configuration. Vous remarquerez qu'on avait déjà notre configuration donc, du TP numéro 4. Et on va s'assurer que hop, nos configurations. Alors, on va juste s'assurer que la partie identifiée, elle est là. On va la copier-coller. Alors, est-ce qu'on a un moyen de copier-coller? Probable. Mais hop, ça marche aussi. Ici. 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 Et on va aller supprimer de fait cette partie-là. Voilà. On enregistre. On quitte. Et si je fais un SSH serveur 11. Ah tiens, oui, j'ai pas fait l'autant par clé ici. Tac, on va la refaire. Voilà. Voilà, là on est bon. Là, on est bon aussi. Et là, on est bon aussi. Donc petite modification hein, par rapport à l'énoncé du TP. On a juste spécifié le nom du fichier de clé. Et donc on a bien spécifié la clé privée. Et par contre, comme toujours, hein, si je refais un SSH serveur 12 par exemple, et que je fais un 4 dans .ssh authorized keys, on voit bien que c'est bien la clé publique qui est insérée dans le fichier. Hein. Si je reviens ici et que je fais un 4 tilde slash .ssh, on a dit que c'était quoi? ID student. ID. Ah oui. Ah, tiens, c'est marrant ça. Pourquoi? Student rsa.pub. Voilà. C'est bien celle-là. C'est amusant que le truc s'appelle student et qu'ils mettent ID underscore. J'avoue, je suis assez surpris, mais bon. Allez, on va pouvoir faire la connexion par rebond. Alors, ça, c'est assez simple.
on peut imaginer que pour plus de sécurité, certains accès administratifs sont restreints et que donc seul serveur 13 est autorisé à se connecter à serveur 11 et 12. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, on se connecterait d'abord à serveur 13 et ensuite à serveur 11 par exemple. Donc, si je fais ça à la main, je fais SSH serveur 13. Tac, et ensuite je fais SSH serveur 11. Donc là, bon, c'est ma première connexion et il me demande un mot de passe. Voilà. Ça veut dire que c'est un peu fastidieux, on va dire, à faire plusieurs fois par jour, par exemple. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut utiliser l'argument -J. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que je me lance, et hop, je suis sur serveur 11. Et là, vous allez me dire, bon, c'est quoi la différence avec le fait de s'y connecter directement? Alors, pour cela, on va rajouter un petit -V. Et là, vous voyez qu'on a pas mal d'informations. On va remonter jusqu'au début de la commande. Voilà. Et donc, il est en train de lire les informations. Il lit les informations, blablabla. Mais on voit que, voilà, il va se connecter à serveur 13. Tac, tac, tac. Il dit bien qu'il applique les options serveur 13. Il se connecte à serveur 13 sur le port 22. Voilà. Connexion établie. Et ensuite, il va aller se connecter. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il va aller nous le dire? Un peu plus loin. Authentique. Ok, il a fait l'authentique par clé publique. Et ensuite, il va aller s'authentifier auprès de serveur 11 en tant que student. Et ensuite, voilà, il gère la connexion. Il dit, ah tiens, il y a une clé publique, je la connais. Et me voici directement sur serveur 11. Et bonsoir à toi, Emmanuel. J'espère que tu vas bien, il n'y a pas de souci. Alors, donc on est bien connecté. Hein, si je fais un ou, de toute façon, on est student. On est bien student là. Alors, on avait le vagrant ici sur serveur 11. Si je me déconnecte, hop. Putain, il y a encore des SSHD vagrant, mais on voit bien qu'on s'est connecté depuis serveur 13. Ok? C'est intéressant parce que si je me déconnecte comme ça et que je fais juste un SSH serveur 11 et qu'ensuite je fais un ou, vous voyez bien que student cette fois-ci s'est connecté depuis ma machine hôte qui est distress 37.1. Alors que ici, on voit bien qu'on s'est connecté depuis serveur 13. Ensuite, en fait, on a un équivalent en fichier de configuration. Vous avez vu tout à l'heure, on a mis en place quelques configurations pour se faciliter la vie. Et bien, dans le bloc de définition, par exemple, de serveur 12, on va le faire sur serveur 12, on va rajouter une option qui est proxy jump. Allons-y. Donc, je reviens ici sur le TP, nano, hop, SSH config, et on a dit pour serveur 12. Hein. Donc, on va se placer ici, on rajoute ça, le proxy jump. Donc, ça, oui, voilà. Donc là, on était encore connecté sur serveur 11, on va se déconnecter. Et cette fois-ci, on se connecte sur serveur 12 depuis le poste local, mais de façon assez classique. Comme ça. Et là, si je refais un ou, vous remarquerez qu'on s'est automatiquement connecté via serveur 13. Et d'ailleurs, si jamais je fais ici et que je fais un // serveur 13, tac, et que je fais un ou, vous remarquerez qu'il y a deux sessions. Donc il y a celle que je viens d'utiliser et il y a celle à laquelle on n'a pas vraiment, enfin on a accès sans y être, mais celle qui a servi à se connecter à serveur 12. Et donc à partir de là, c'est assez pratique. Et on peut même d'ailleurs utiliser une manière de faire un peu plus explicite où on va aller faire un proxy jump, mais avec le hop.
avec l'utilisateur bien spécifié. Tac, on s'y reconnecte. Non, ça c'était serveur 13. Autant pour moi. Ici, on se déconnecte, on se reconnecte. Et là, par contre, il nous dit, au fait, le ID student RSA, non, non, non. Tiens, donc c'est bien ce que je me disais. Et après, mon password. Hop. Tiens, j'ai pas mis le mot de passe sur un... Hop. Alors, forcément, si je le connais pas l'actuel, ça va pas le faire. Forcément. Voilà. Allez, Vagrant SSH. Serveur 13. Voilà. Ok. Là, on est bon. Ah oui, c'est... Là, si. Là, si, c'est bon. Password. Et on voit bien qu'il commence par nous demander le mot de passe de serveur 13. Et il n'en veut pas. Ah oui, c'est student 1, autant pour moi. C'est student 1. Et comme on n'a pas de student 1, bah forcément, ça ne fonctionne pas. Autant pour moi. Donc on va créer un student 1. Hop. Alors, on va pas s'embêter la vie. Hein. On va faire comme ça. On va enlever ça. Voilà. Oui, alors avec un sudo, ce sera pas mal. Donc, bien entendu, je mets toujours password. Hein. Et ensuite, on va pouvoir revenir ici. Voilà. Donc là, on a pu voir que pour se connecter en tant que student 1, on a dû utiliser le mot de passe. Parce que la configuration disait student 1. Étape 2, redirection de port via tunnel. Alors, je me rends compte à la lecture que je n'ai pas modifié ce TP par rapport à un certain nombre de modifications que j'ai faites avant de créer ces vidéos. Donc il y a quelques trucs qui parlent de Apache et de serveur status. On va faire sans. Donc, on va se connecter cette fois-ci à notre machine serveur 11, mais avec une commande un peu particulière. On va faire un SSH - L. Et c'est cette commande qui va nous permettre de... Tac. Donc, si je reviens ici, je me garde donc un onglet ici en local. Hop. Donc je lance ce petit SSH-L. Donc là, je suis connecté à mon serveur SSH, à mon serveur 11. Jusque-là, ça a l'air classique. Hein. Je peux faire mon petit sudo-L comme avant. Voilà, j'ai mes droits, comme on l'avait vu. Mais maintenant, ce que je peux faire, c'est que si je vais à nouveau sur mon serveur 11, comme on l'avait fait avant, donc là, j'ai ma page d'index. Si je le fais directement en 10.13.37.11, donc on a la page index 2. Et si maintenant, en HTTP, je fais 127.0.0.1 et ben on remarquera qu'on a la même page que si on tapait directement l'adresse IP. Alors, ce truc-là, ça peut être très pratique si par exemple vous avez des pages d'administration qui sont autorisées uniquement à certains trafics. Le fait de ne l'ouvrir comme ça que au trafic local et que ça peut être une forme de filtrage. Et donc, on peut avoir un tunnel SSH comme manière de passer ce filtrage, en général de façon autorisée. Après, il y a des gens qui peuvent aussi en profiter. Donc attention. Et dans un autre terminal, toujours sur le poste local, on va vérifier avec notre petit LSOF. Hop. Tac. Hop, donc ça c'est bien le mot de passe de ma session locale sur Ubuntu. Et là vous voyez que, alors j'ai plein de trucs, mais je vais rajouter. Donc on regarde, on va faire un autre grep.
Ok, 107.0.0.1. Tac. Et on va rajouter un moins grand P. Voilà. Donc là, si je fais comme ça, vous voyez bien qu'on a le programme SSH qui a ouvert sur le port 8080 en local uniquement le port 8080. Donc si on reprend notre commande en vrai, donc on a utilisé le port 80, enfin on a utilisé serveur 11, on va le faire de droite à gauche. On a utilisé donc serveur 11, on s'est connecté à serveur 11, on a pris le port 80 sur serveur 11, et on a réussi à le rediriger, à le tunneliser sur notre machine locale et uniquement locale sur le port 8080. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Donc ça, c'est très pratique dans certains cas de figure. Donc comme je disais, des fois, on peut avoir des services qui écoutent uniquement en local pour des raisons de sécurité. Et comme ça permet d'y accéder. Voilà, c'était la deuxième astuce. Et comme beaucoup de commandes OpenSSH, on peut aussi le faire au niveau du fichier de configuration. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que là, je vais me déconnecter de ma session. Si je relance mon petit LSOF avec mes greffes, il n'y est plus. Par contre, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller retourner éditer notre fichier de configuration SSH. Et sur serveur 11, on va aller juste en dessous de la ligne user. Et on va aller copier cette ligne de configuration. Oups, alors on a oublié le grand L, qui est là. On sauvegarde, on quitte. Et cette fois-ci, donc au lieu de lancer ma grande commande avec le -L, je mets juste SSH serveur 11. Voilà. Je relance mon petit LSOF et là vous remarquerez que il est de nouveau apparu, exactement comme avant. Donc on est vraiment sur une possibilité comme ça d'avoir des configurations dans notre fichier config SSH qui permettent de se faciliter la vie, d'ouvrir des tunnels de façon, on va dire, je n'irai pas jusqu'à dire automatique, mais en tout cas implicite. Et ça peut, dans certains cas de figure, être vraiment, vraiment pratique. Voilà un peu les deux, j'ai envie de dire les deux astuces, les deux options d'OpenSSH qui peuvent s'avérer assez sympas à utiliser et qui peuvent améliorer la sécurité ou voire même, alors dans certains cas de figure, contourner des mesures de sécurité. Mais généralement, c'est plutôt pour faciliter certaines connexions en environnement sécurisé. Maintenant qu'on a fait nos TP 13 et 14, on va aller passer sur le dernier TP de ce cours, à savoir le TP numéro 15, à propos d'HTTPS. Alors, pour cette partie-là, on a 3 objectifs. On va créer nous-mêmes un certificat et on va configurer d'une part la partie HTTPS sur un de nos serveurs. Et ensuite, on va faire une redirection HTTP vers HTTPS. Alors déjà, c'est quoi HTTPS? C'est quoi le principe? En gros, je vous ai parlé d'HTTP dans les TP précédents. Et on rajoute un S, donc protocole de transfert hypertextuel sécurisé. Donc on rajoute une couche de chiffrement, autrefois en utilisant un protocole qui s'appelait SSL, qui est aujourd'hui obsolète. Maintenant, on utilise on va dire une évolution de ce protocole SSL qui s'appelle TLS. Donc, je vous renvoie au lien vers Wikipédia qui explique ça bien plus en détail que moi. Néanmoins, quelques points clés. On a vu qu'on utilisait le port 80, voire parfois en alternative le port 8080 dans nos TP. HTTPS est normalisé et écoute sur le port 443. Pour faire fonctionner HTTPS, il faut impérativement générer
une clé privée et un certificat associé. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer nous-mêmes un certificat auto-signé. Et il existe aussi une technologie qui est arrivée après, qui s'appelle SNI, pour Server Name Indicator, qui permet d'héberger plusieurs sites web, donc avec chacun son certificat, sur une même adresse IP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, chaque site web qui devait écouter en HTTPS devait avoir sa propre adresse IP avant l'arrivée de cette extension qui s'appelle donc SNI. Aujourd'hui, alors j'en parle plus pour l'aspect historique, mais en vrai, aujourd'hui, tous les navigateurs gèrent SNI. Je crois que c'est le cas, alors je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas depuis Internet Explorer 6 pour côté Microsoft, donc depuis Windows XP, quoi. Mais, euh, mais voilà, ça peut arriver que dans certains environnements un peu datés, euh, ça ne soit pas possible, mais normalement c'est le cas maintenant partout. Donc, certains serveurs web qu'on pourrait qualifier d'historiques embarquent HTTPS comme module et qui n'est pas forcément activé par défaut. En revanche, avec Nginx et en tout cas de la manière dont il est empaqueté chez Debian, on n'a pas besoin de faire de configuration pour activer ce module. Celui-ci est déjà activé. Donc, on a ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à rajouter notre configuration. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a des serveurs web modernes, et je crois même que ça a été ajouté à Nginx récemment. Il y a moyen d'obtenir des certificats, on va dire, publics, des certificats comment dire, enfin, des certificats reconnus par les navigateurs de façon gratuite. Et on se retrouve avec comment dire, le petit cadenas que vous voyez ici, notamment grâce à l'autorité de certification Let's Encrypt. Mais ce qui se passe, c'est que on va pas pouvoir utiliser Let's Encrypt ici dans notre cas de figure parce que nos machines sont uniquement locales. À ce jour, ou en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas de possibilité d'avoir du Let's Encrypt pour une machine en local. En tout cas, pas simplement, pas avec juste ce qu'on a mis en place. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses un peu à l'ancienne et ça va nous permettre un peu de comprendre comment ça fonctionne sous le capot, comme on dirait. A noter qu'en environnement de test, il existe un paquet Debian qui s'appelle SSL-cert qui comporte entre autres un certificat auto-signé. Mais comme je vous l'ai dit, nous on va faire les choses à la main. Ça c'est un raccourci, ça peut être pratique si vous avez besoin de déployer rapidement les choses et que vous savez comment ça marche, mais l'idée ici c'est donc d'apprendre. Donc, comme pour HTTPS, enfin comme pour SSH, avec HTTPS, on a un système de clés publiques et de clés privées. Ça utilise un format qui s'appelle X509, mais c'est vrai que par abus de langage, on parle encore de certificat SSL. Ça date de l'époque où effectivement on utilisait SSL et pas encore TLS. On a 4 étapes. La première étape, ça va être la demande de signature de certificat, ce qu'on appelle une CSR. On va avoir ensuite la communication de ce CSR à une autorité de certification. On va signer, l'autorité de certification va signer cette CSR. Donc ce CSR, ça devient un certificat. Et donc ensuite, on récupère le résultat, donc le certificat. Honnêtement, bah, nous, on va être un peu, on va faire un peu on va faire les 4 étapes à la fois, entre guillemets, alors qu'en temps normal, ça devrait être plusieurs organisations. Donc, on va commencer par installer, alors normalement ça devrait déjà être présent, mais par précaution, si on se connecte sur serveur 11, apt-y install OpenSSL. Ah oui, je suis là encore. Hop. Tac. Et donc il me dit il est déjà installé. Voilà. Ah non, il nous dit que voilà, il est déjà installé dans la dernière version. Alors je vais me reconnecter comme ça sur Vagrant SSH serveur 11, ce sera plus simple. Tac.
Ensuite, on va se créer nous-mêmes notre petit répertoire. Hop, alors je vais remettre un petit flou devant parce que par route. Voilà. Je vais passer route pour la suite. Et là, maintenant, on a une petite commande, alors qui est assez longue. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une petite erreur dans le TP. C'est pas sur serveur 11 qu'il fallait le faire, c'était sur serveur 13. Donc, on va refaire. Hop. Serveur 13. Voilà. Donc, on vérifie qu'OpenSSL est installé. Normalement, c'est le cas, comme je vous disais. Donc, voilà. Ensuite, on crée le répertoire et on va lancer une petite commande qui utilise l'outil OpenSSL où en fait on va créer donc notre requête au format X509 qui sera valide pour 365 jours. On utilise, vous vous rappelez en SSH on avait utilisé RSA avec 4096 bits de force, et bien là on fait la même et on va dire qu'on va aller mettre ça dans un fichier particulier pour la partie clé. Et ensuite, on a la partie certificat. Et notre certificat, il est fait pour www.13.example.com. Voilà. Ça va, c'est assez rapide. Sur certaines anciennes machines, ça peut mettre beaucoup plus de temps. Ensuite, on va créer notre VirtualHost. Alors, par simplicité, on a déjà un VirtualHost qui est un fichier qui est... Oh, tiens, host not found. Oups, il y a eu un petit souci. Hop, alors. On va aller regarder dans Nginx. On a un serveur, on a un SSL, voilà, qui est là. Hop. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire row ici. On copie l'URL. On va aller dans etc nginx site enabled. On récupère notre fichier. Et on peut voir, alors, il va falloir changer, je crois, les chemins ici. À moins qu'on les fait comme il faut, mais j'en doute. Quand on a fait, on a dit www.13.example.com.key et .cert. Hop. Donc, on va commencer par la clé. Et ensuite, le certificat. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va faire notre petit nginx-t. On voit bien que la syntaxe est correcte. Et on peut faire un petit systemctl restart nginx. Voilà. Et maintenant, on va visiter serveur13.example.com. Alors, on a un bad gateway, mais ça, je pense que c'est à cause de la configuration, de l'ancienne configuration. Donc, on va corriger ça tout de suite pour se simplifier la vie. Ah oui, c'est parce qu'on n'avait pas lancé le Docker. Et allez. On le relance. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on repasse route. Et on va aller regarder sur serveur 13 en HTTPS. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un message d'erreur qui nous dit ah, attention, il y a potentiellement un risque de sécurité. C'est normal. C'est normal parce qu'on a fait un certificat auto-signé. Hein, on a été nous-mêmes, quelque part, j'ai envie de dire, juge et jury. Et donc, si on fait un petit advanced, on voit bien qu'il nous dit que le certificat est invalide, qu'il est auto-signé, et il nous propose de voir le certificat. Et là, on peut voir effectivement Example Corp, IDF Paris, de la même façon que, enfin, si je reprends la commande qu'on avait utilisée pour OpenSSL, voilà, on voit bien que
France, Île-de-France, Paris, Example Corp, Dev, Example. Et ben voilà, Île-de-France, Paris, Example Corp, Dev, donc c'est bien notre certificat qu'on a créé. Mais celui-ci n'a pas été intégré dans le navigateur. C'est normal. On ne peut pas intégrer comme ça. Enfin, on pourrait le rajouter, hein, le faire proprement, mais ça prend un peu de temps. Donc ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est qu'on va faire accepter le risque et continuer. Et là, on a écrit serveur13.example.com. Et maintenant, ce qu'on peut même faire, c'est qu'on peut aller... on peut aller modifier notre location slash et on peut aller faire ça en 127.0.0.1.84. C'est celui-là, hein, je crois. Je vais vérifier. Ouais, 127.0.1.84. Non, voilà. Nginx-t par précaution. Et ensuite, systemctl restart nginx. Voilà. Et donc là, vous voyez, cette fois-ci, on a quand même comment dire, il nous dit connection not secure quand même. Il nous met le petit cadenas, mais il nous met quand même un petit truc en mode, au fait, voilà, on a ajouté une exception et c'est pas une situation habituelle. Maintenant, je vais recharger ma page et voilà. On a, alors, on n'avait pas forcément toutes les options comme sur l'autre VirtualHost. On va les rajouter, mais on voit bien qu'on est connecté quand même en HTTPS. Si je reviens donc ici, il faut que je rajoute le proxy set header. Hop. Tac. Ah, oups, je me suis... Voilà. Tac, je me suis trompé dans le... Et ça, je m'en fiche aussi. Oups, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, le point virgule, faut pas l'oublier à la fin. Je le réédite quand même pour facilement indenter correctement le fichier. Voilà, nginx-t, c'est bon. Systemctl restart nginx. Voilà. Et on rafraîchit la page et on a bien serveur13.example.com avec l'IP qui est bien 10.13.37.1. Et donc on a notre site en HTTPS. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... tiens, on peut vérifier que les requêtes apparaissent dans les logs. Effectivement, puisque on a créé un nouveau VirtualHost. Et si je regarde, on a bien un SSL access et un SSL error qui sont bien spécifiés ici. Donc, d'ailleurs, c'était dans quel fichier? SRV 3W serveur 13. Ok. SRV 3W serveur 13. Voilà. Log. Et là, on a bien un SSL access et un SSL error. Donc, on peut même différencier l'emplacement des logs. On peut même mettre d'ailleurs le même fichier de log entre le HTTP et le HTTPS. Et si je fais un less de tout ça, on va aller regarder le SSL access. Bah là, on voit bien qu'on a eu nos get. Ça, c'est très bien. Et le SSL error, hop, qui lui, effectivement, bon, il y a le favicon. Bon, ça, c'est assez classique comme erreur. Maintenant, on a le même site maintenant. On a le même site en HTTP et en HTTPS. Mais on n'a pas de redirection automatique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va visiter le site en HTTP va forcément visiter le site en clair. Alors aujourd'hui, on a bon nombre de navigateurs qui parfois par défaut vont essayer de se connecter en HTTPS. D'ailleurs, ça a peut-être pu vous poser quelques blagues dans les TP précédents. Si jamais vous tapez juste 10.13.37.11 sans taper le HTTP // avant, parce que le navigateur va partir du principe que vous tentez d'y accéder en HTTPS. Et il va vous dire, ah, au fait, j'ai pas de connexion à cet endroit-là, c'est pas normal.
Donc, on va rediriger notre connexion. Donc, on va aller éditer à nouveau, non pas le vhost en SSL, mais le non SSL, donc le classique. Et on rajoute dans notre serveur, on va rajouter une petite redirection. On va la mettre d'ailleurs ici. Tac. Est-ce que c'est bien au bon endroit? Je ne le précise pas. Donc, hop, une petite note. Si la partie reverse proxy est toujours active, il sera peut-être nécessaire d'ajouter proxy set header forwarded proto scheme. Ah oui. Tac, on va la rajouter tout de suite sur la partie SSL. Hop. Voilà. Tac. Toujours un petit nginx-p avant de relancer nginx. Tac. Et ensuite, on est là en HTTPS. Là, on est en HTTP. Donc, je vais recharger ma page. Et hop, vous voyez, cette fois-ci, on est passé avec le petit cadenas. Et bon, comme on avait déjà autorisé le certificat, ben, ça ne nous a pas redemandé. Voilà, donc là, normalement, on a notre site qui est automatiquement redirigé sur sa version, on peut dire, sécurisée. Et voilà, voilà, dernier TP, c'est fini. On a fait nos 15, même 16, puisque je crois que j'ai démarré à 0. Tac. Effectivement, j'ai démarré à 0. Nous avons été quand même assez... on a quand même été assez loin. Hein. Rappelez-vous, au début, on avait juste notre machine physique sous Ubuntu. Et ensuite, on a installé notre environnement de virtualisation. On a installé nos machines virtuelles. On a même mis un serveur web, une base de données, des pages dynamiques. On a même mis, on en a encore fait ici des conteneurs. Et puis, on a vu comment un peu mettre en place tout ça et donc l'administrer. Je voudrais vous remercier d'être arrivé jusqu'au bout de cette TP avec moi, malgré les petites, comment dire, les aléas du direct, de l'enregistrement de ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir. Si jamais vous avez des retours, qu'il s'agisse de propositions d'amélioration, de cas d'usage, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je suis friand d'avoir des retours pour que, avec les années, je puisse améliorer cette épée et vous proposer des vidéos qui soient encore et toujours de meilleure qualité. En tout cas, c'est l'objectif. Encore une fois, merci. Je vous invite aussi à aller voir d'autres vidéos. Si jamais vous ne les aviez pas vues avant, il y a la série de vidéos sur les bases avec justement des TP associés qui sont aussi sur mon compte GitHub et que vous retrouverez hop, sur Cours Linux Shell et que normalement vous aurez le lien aussi en dessous de la vidéo, non seulement pour la playlist avec ces TP là, mais aussi le lien vers le cours GitHub. Allez, à bientôt!